Chaque matin, des millions de Français font exactement la même chose. Ils se lèvent, ils allument la cafetière, et avant même d'avoir mangé quoi que ce soit, avant que leur corps ait eu le temps de se réveiller vraiment, ils avalent une, deux, parfois trois tasses de café noir. C'est un rituel, c'est presque sacré. Et pour beaucoup, l'idée que ce geste quotidien, ce petit plaisir simple et familier, puissent être en train de détruire leur glycémie en silence. Cette idée ne leur a jamais traversé l'esprit. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe dans des millions de foyers français chaque matin. Je m'appelle le docteur Bertrand Faure. Je suis médecin généraliste à Lyon, spécialisé dans la santé des personnes de plus de 50 ans. Et aujourd'hui, je dois vous parler de quelque chose que la plupart des médecins n'expliquent pas assez clairement en consultation, par manque de temps, parce qu'on suppose que les gens le savent déjà, ou simplement parce que le café semble tellement anodin qu'on n'imagine pas qu'il mérite une vraie mise en garde. Mais il en mérite une, surtout si vous avez plus de 50 ans. Surtout si vous avez du diabète de type 2 ou ce qu'on appelle un prédiabète, ou même simplement une glycémie qui a tendance à être un peu haute lors de vos dernières analyses. Parce que dans ce cas précis, la façon dont vous buvez votre café peut soit vous aider, soit aggraver silencieusement votre situation. Et la différence entre ces deux scénarios ne tient parfois qu'à quelques détails que personne ne vous a encore expliqués. En France, selon les données de l'assurance maladie et de la Haute Autorité de Santé, plus de 4 millions de personnes vivent avec un diabète de type 2 diagnostiqué. Mais les spécialistes estiment que plusieurs centaines de milliers de cas supplémentaires ne sont pas encore détectés. Et parmi les facteurs qui contribuent à cette progression silencieuse, les habitudes alimentaires quotidiennes jouent un rôle considérable, y compris des habitudes aussi banales que la consommation de café. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires votre âge et le département depuis lequel vous regardez. Cela nous ferait vraiment plaisir. Maintenant, parlons du café lui-même. Parce que la première chose à comprendre, c'est que le café n'est pas simplement une boisson. C'est un cocktail biologique complexe qui contient de la caféine, des antioxydants, des acides chlorogéniques et d'autres composés actifs qui agissent directement sur votre métabolisme. Et selon la manière dont vous le consommez, selon le moment de la journée, selon ce que vous y ajoutez et selon l'état dans lequel se trouve votre corps à ce moment-là, ces effets peuvent être protecteurs ou au contraire franchement néfastes. Des études sérieuses, notamment celles référencées par l'ANSS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, montrent que le café consommé de façon appropriée peut effectivement avoir des effets bénéfiques sur la sensibilité à l'insuline et sur la réduction du risque de diabète de type 2 à long terme. Mais attention, ces effets positifs dépendent entièrement du contexte de consommation. Et c'est là que la grande majorité des gens, surtout après 50 ans, commettent des erreurs graves sans le savoir. Le problème, c'est que le café est entré dans notre culture avec une telle force, avec une telle profondeur, qu'on ne le questionne plus. On l'associe au réveil, au plaisir, à la convivialité. À Lyon, dans le sud de la France, le café après le repas est presque aussi important que le repas lui-même. On le prend après une assiette de quenelle, après un gratin dauphinois, après une belle portion de charcuterie locale. On l'accompagne parfois d'un croissant le matin, d'un petit biscuit l'après-midi. Et tout cela semble parfaitement normal, parfaitement inoffensif. Mais c'est précisément parce que ces habitudes semblent si normales qu'elles sont dangereuses. Alors laissez-moi vous expliquer, erreur par erreur, pourquoi ce que vous faites probablement chaque jour avec votre café est peut-être en train de saboter votre glycémie de façon silencieuse et progressive. Le première erreur est de loin la plus fréquente, la plus répandue, celle que je vois presque universellement chez mes patients de plus de 50 ans, c'est de boire le café à jeun, immédiatement après le réveil, avant d'avoir mangé quoi que ce soit. Je sais ce que vous pensez. Vous le faites depuis des années. Votre père le faisait, votre mère le faisait.
Ça semble parfaitement naturel. Mais voici ce qui se passe réellement dans votre corps à ce moment-là. Quand vous vous réveillez le matin, votre corps traverse ce qu'on appelle le phénomène de l'aube. C'est une réponse hormonale naturelle pendant laquelle votre organisme libère du cortisol et d'autres hormones de stress pour vous préparer à affronter la journée. Cette libération hormonale a pour effet d'augmenter naturellement votre glycémie, même si vous n'avez rien mangé. C'est un mécanisme primitif de survie. Et maintenant, vous prenez votre tasse de café à jeun. La caféine qu'elle contient déclenche une nouvelle libération de cortisol. Elle stimule également la production d'adrénaline. Et ces deux hormones combinées envoient un signal très clair au foie, libère du glucose dans le sang. Le foie obéit, et votre glycémie, qui était déjà légèrement élevée à cause du phénomène de l'aube, monte encore plus haut, tout cela sans que vous n'ayez avalé un seul gramme de sucre. Chez une personne jeune, en bonne santé, avec un pancréas qui fonctionne parfaitement, cette hausse est compensée rapidement. Mais après 50 ans, après 60 ans, après 70 ans, la sensibilité à l'insuline diminue naturellement. Le pancréas répond moins vite, et ce pic glycémique matinal, répété chaque matin pendant des années, contribue à un épuisement progressif des mécanismes de régulation de la glycémie. Jour après jour, tasse après tasse, l'erreur semble minuscule, mais l'effet cumulé, lui, est énorme. La deuxième erreur, aussi grave que la première et peut-être encore plus répandue, c'est d'ajouter du sucre dans le café, ou pire encore, des édulcorants de synthèse. Le sucre blanc dans le café, c'est évidemment un problème direct et immédiat pour la glycémie. 1, 2, parfois 3 morceaux de sucre par tasse, multipliés par 3 ou 4 tasses par jour, ça représente une quantité de glucose que votre pancréas doit traiter en permanence. Et sur une journée, sur une semaine, sur une année, cela représente une charge glycémique considérable que beaucoup de gens sous-estiment complètement parce qu'ils ne voient pas le sucre, ils ne le mangent pas à la cuillère, ils le dissolvent juste dans leur café et ils l'oublient. Mais le vrai piège, le piège que peu de gens connaissent, c'est celui des édulcorants. Beaucoup de mes patients m'ont dit la même chose. J'ai arrêté le sucre, j'utilise de l'aspartame ou de la stevia, donc je ne fais plus d'erreurs. Et je dois leur expliquer que ce n'est pas si simple, parce que des recherches récentes, relayées notamment par les publications de l'ANSES, montrent que les édulcorants, même ceux qui ne contiennent pas de calories, peuvent déclencher une réponse insulinique chez certaines personnes. Le goût sucré seul, sans glucose réel, peut tromper le cerveau et déclencher une anticipation métabolique qui perturbe la régulation de la glycémie. Ce n'est pas universel, mais c'est suffisamment documenté pour être pris au sérieux, surtout chez les personnes qui ont déjà une sensibilité à l'insuline altérée. Et si vous pensez que le miel, le sirop d'agave ou le sucre de canne complet sont des alternatives saines, laissez-moi vous dire clairement, pour votre glycémie, ces produits sont du sucre. Ils peuvent avoir un index glycémique légèrement différent, mais ils font monter la glycémie. Et dans un café, à jeun ou en dehors des repas, ils constituent une charge glycémique que votre corps doit gérer en plus de tout le reste. Avant de passer à la suite, je dois vous demander quelque chose d'important. Si vous regardez cette vidéo, c'est que votre santé compte pour vous. Et si votre santé compte pour vous, alors ce que je vais vous dire maintenant mérite votre attention complète. Abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications. Parce que chaque vidéo publiée ici peut contenir l'information qui manque pour une décision importante concernant votre santé. L'abonnement ne coûte rien, mais l'information que vous pourriez manquer, elle, peut coûter très cher. Continuons. La troisième erreur est celle dont on parle le moins, et pourtant c'est l'une des plus insidieuses pour les personnes de plus de 50 ans. Boire du café en fin d'après-midi ou le soir. Beaucoup de Français ont l'habitude de prendre un café après le dîner. C'est presque un rituel culturel, surtout dans les régions du Sud.
On finit un bon repas, on est à table avec la famille ou des amis, et un café semble la conclusion naturelle et agréable de la soirée. Mais voici ce que ce café du soir fait à votre corps. La caféine a une demi-vie de 5 à 6 heures dans l'organisme. Cela signifie que si vous buvez un café à 20 heures, à 2 heures du matin, votre corps est encore sous l'effet d'une partie de cette caféine. Et la caféine, vous vous en souvenez, stimule la libération de cortisol et d'adrénaline. Ces hormones maintiennent votre système nerveux en état d'alerte. Elles perturbent la qualité du sommeil, souvent sans que vous ne vous en rendiez compte, parce que vous pouvez croire que vous dormez bien alors que votre sommeil profond est fragmenté et insuffisant. Et quel est le lien avec la glycémie? Le lien est direct et il est sévère. Le sommeil de mauvaise qualité est l'un des facteurs les plus puissants de résistance à l'insuline. Des études montrent que même une seule nuit de sommeil perturbé peut réduire la sensibilité à l'insuline de façon significative le lendemain matin. Imaginez alors l'effet de semaines, de mois, d'années de sommeil perturbés par une habitude aussi banale que le café du soir. La quatrième erreur, intimement liée à la précédente, c'est de boire trop de café dans la journée, sans aucune limite, sans aucune structure. 4, 5, 6 tasses par jour, c'est une réalité pour beaucoup de Français actifs, surtout ceux qui travaillent encore ou qui ont des journées chargées, et chacune de ces tasses, si elle est prise dans de mauvaises conditions, aggrave les effets que je viens de décrire. La stimulation répétée du cortisol, les pics glycémiques répétés, la perturbation progressive du métabolisme du glucose, tout cela se cumule. Et après 50 ans, le corps n'a plus la même capacité à absorber et à compenser ces déséquilibres répétés qu'il avait à 30 ans. La cinquième erreur, et celle-ci est particulièrement importante pour les habitants de Lyon et des régions environnantes où la cuisine est riche et généreuse, c'est d'associer le café avec des aliments à fort index glycémique en dehors des repas structurés. Le croissant du matin avec le café, le petit biscuit ou la tartine de confiture de l'après-midi avec le café. Ces associations créent des pics glycémiques cumulatifs qui sont bien plus importants que les deux éléments pris séparément, parce que la caféine amplifie la réponse glycémique des glucides consommés en même temps. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le sucre d'un croissant ou d'une tartine consommée avec du café entre les repas, c'est-à-dire en dehors d'un contexte où d'autres aliments comme les fibres, les protéines et les lipides sont présents pour ralentir l'absorption du glucose, atteint le sang beaucoup plus vite et crée un pic glycémique bien plus brutal que le même aliment consommé au sein d'un vrai repas équilibré. Maintenant, parlons de ce que tout cela signifie sur le long terme, parce que chacune de ces erreurs, prises individuellement, semble mineure. Une tasse de café à jeun, c'est si peu. Un peu de sucre dans le café, ça semble insignifiant. Un café après le dîner, c'est si agréable. Mais quand ces erreurs se combinent, quand elles se répètent chaque jour pendant des mois, pendant des années, l'effet cumulé sur votre métabolisme est profond. Voici ce qui se passe progressivement. Votre pancréas, sollicité de façon répétée et inappropriée, commence à perdre en efficacité. Vos cellules, bombardées d'insuline en réponse à des pics glycémiques répétés, commencent à développer une résistance à cette insuline. Et c'est exactement le mécanisme central qui conduit au prédiabète, puis au diabète de type 2 diagnostiqué. Ce passage du prédiabète au diabète déclaré peut prendre des années. Et pendant toutes ces années, vous ne ressentez rien. Pas de douleur, pas de symptômes évidents. Votre glycémie grimpe doucement, légèrement, de façon subclinique. Et puis un jour, lors d'une prise de sang de routine, votre médecin vous annonce que votre glycémie à jeun est trop haute, que votre hémoglobine glyquée, l'HbA1c, dépasse le seuil. Et vous vous demandez comment vous en êtes arrivé là. Vous en êtes arrivé là tasse par tasse, matin après matin,
avec un geste que vous considériez comme absolument inoffensif. Et voici le moment dont je veux que vous preniez la mesure réelle. Il y a un seuil au-delà duquel les dommages causés par des années de déséquilibre glycémique deviennent partiellement irréversibles. Les cellules bêta du pancréas, celles qui produisent l'insuline, ne se régénèrent pas indéfiniment. Quand elles sont épuisées, quand elles sont endommagées sur le long terme par des années de sollicitation excessive, elles ne reviennent pas totalement à leur état d'origine. Et c'est là que le diabète de type 2 passe d'une condition que l'on peut souvent contrôler, voire inverser avec des changements de mode de vie, à une condition qui requiert des médicaments de façon permanente, parfois de l'insuline injectable, et qui s'accompagne d'un risque élevé de complications comme les maladies cardiovasculaires, les atteintes rénales et les problèmes de vue. Le ministère de la Santé français et la Haute Autorité de Santé sont très clairs sur ce point. La détection précoce et la modification des habitudes de vie sont les interventions les plus efficaces pour prévenir ou retarder ces complications. Mais ces interventions n'ont de valeur que si elles sont réalisées avant que ce seuil critique ne soit franchi. Alors maintenant, la question qui compte vraiment, que faire à la place ? Comment boire votre café de façon à ce qu'il devienne un allié de votre glycémie plutôt qu'un ennemi silencieux? La première chose à faire, et c'est probablement la plus difficile pour beaucoup, c'est de ne jamais boire de café à jeun. Jamais, avant votre première tasse de café le matin, mangez quelque chose. Pas nécessairement un grand repas, quelques amandes, une tranche de pain complet avec un peu de beurre, quelques fruits, un yaourt nature. L'objectif est simple, avoir quelque chose dans l'estomac qui va tamponner l'effet de la caféine sur le cortisol et ralentir son passage dans le sang. Des études montrent que consommer du café après un repas ou une collation légère plutôt qu'à jeun réduit de façon significative son impact sur la glycémie. Ce seul changement peut transformer complètement l'effet de votre café matinal sur votre métabolisme. La deuxième chose, et vous la connaissez déjà, mais je dois la dire clairement, supprimez le sucre de votre café, complètement. Je sais que c'est difficile au début, mais le goût s'adapte. Après 2 ou 3 semaines sans sucre, la plupart de mes patients me disent qu'ils ne pourraient plus revenir en arrière. Et si vous avez absolument besoin d'une touche sucrée, utilisez de la stevia naturelle avec prudence, en sachant que même elle peut avoir des effets sur certains métabolismes. L'idéal reste le café sans aucun édulcorant, consommé tel quel, amer, pour que ses effets métaboliques naturellement positifs puissent s'exprimer pleinement. La troisième chose, et celle-ci est cruciale pour la gestion de votre glycémie nocturne et de votre sommeil. Fixez une heure limite pour votre dernier café de la journée. Pour la grande majorité des personnes de plus de 50 ans, cette heure limite devrait être 14 heures, c'est-à-dire 2 heures de l'après-midi. Après cette heure, la caféine dans votre système risque de perturber suffisamment votre sommeil pour déclencher les mécanismes de résistance à l'insuline que j'ai décrits. Si vous ressentez le besoin d'une boisson chaude le soir, optez pour une tisane, une infusion de camomille, de tilleul ou de verveine, qui ont d'ailleurs des effets apaisants sur le système nerveux et peuvent améliorer la qualité du sommeil. La quatrième chose concerne la quantité. Selon les recommandations de l'ANSES, une consommation modérée de café, c'est-à-dire entre 2 et 3 tasses par jour pour un adulte en bonne santé, est généralement bien tolérée. Mais pour les personnes qui ont déjà une sensibilité à l'insuline altérée, un prédiabète ou un diabète de type 2, restez dans une fourchette de 1 à 2 tasses par jour, consommée dans les bonnes conditions, est plus sage. La dose fait le poison, et en matière de caféine et de glycémie, cela n'a jamais été aussi vrai. La cinquième chose que beaucoup oublient, c'est l'importance du moment dans lequel vous prenez votre café par rapport à vos repas. Le meilleur moment pour consommer du café si vous souhaitez en tirer des bénéfices métaboliques positifs, c'est environ 1 heure après un repas équilibré. Dans ce contexte,
Les acides chlorogéniques du café peuvent aider à ralentir l'absorption du glucose dans l'intestin et améliorer la sensibilité à l'insuline. C'est dans ce contexte précis que le café traditionnel après le repas du midi, une habitude bien française, peut effectivement être bénéfique, à condition que ce repas lui-même soit équilibré et que le café soit sans sucre. Et parlons de ce repas justement. Parce que si votre café du midi vient après une assiette de charcuterie riche en sel et en graisse saturée, suivi d'un gratin généreux et accompagné d'un verre de vin rouge, même le café le plus vertueux du monde ne compensera pas le déséquilibre glycémique créé par ce qui précède. Le café s'intègre dans une écologie alimentaire globale. Il ne peut pas, à lui seul, réparer les dégâts d'une alimentation déséquilibrée. Mais dans le cadre d'une alimentation raisonnée, avec des légumes, des fibres, des protéines de qualité, un café pris au bon moment et de la bonne façon peut réellement contribuer à une meilleure régulation de la glycémie. Pensez-vous avoir déjà commis certaines de ces erreurs sans le savoir? Regardez votre dernière prise de sang. Regardez votre glycémie à jeun. Si elle est au-dessus de 1 gramme par litre, si votre médecin vous a déjà parlé de prédiabète, si votre hémoglobine glyquée commence à grimper, alors les habitudes dont je viens de parler méritent d'être remises en question immédiatement. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, parce que voici la réalité que j'observe dans mon cabinet lyonnais depuis des années. Les personnes qui font ces petits ajustements dans leur façon de consommer le café, qui décalent leur première tasse d'1 heure après le réveil, qui suppriment le sucre, qui fixent une heure limite à 14 heures, qui respectent une limite de 2 tasses par jour, ces personnes voient souvent des améliorations mesurables de leur glycémie en quelques semaines, sans aucun médicament supplémentaire, sans régime draconien, sans révolution totale de leur mode de vie, des changements minuscules, un ajustement d'horaire, une habitude légèrement modifiée, et des résultats qui peuvent se lire dans une prise de sang 2 ou 3 mois plus tard. C'est cela la médecine préventive dans sa forme la plus accessible. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas héroïque, mais c'est efficace. Et c'est à votre portée dès demain matin. La prochaine fois que vous vous lèverez, que vous irez vers votre cafetière, que vous préparerez votre premier café de la journée, souvenez-vous de ce que vous avez appris aujourd'hui. Ce geste que vous faites depuis des décennies, ce geste qui vous semble aussi naturel que respirer, peut être légèrement modifié. Juste un peu. Mangez d'abord quelque chose de simple. Attendez 1 heure. Ne mettez plus de sucre. Et arrêtez-vous à 2 tasses avant 14 heures. Ce n'est pas beaucoup. Mais pour votre glycémie, pour votre pancréas, pour votre santé dans les 10, 20, 30 prochaines années, c'est peut-être l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre.